Si je peux me servir de mes premières expériences pour vous donner un conseil de vie, c'est n'énervez pas votre boss. Une bonne relation avec la hiérarchie vous assure souvent une vie peinard et ce conseil s'applique d'autant plus quand votre patron est un chauve nerveux d'1m80 qui fait la pluie et le beau temps dans la profession que vous avez choisie. Dana White est connu pour ses accès de colère, ou du moins, il l'était. Le patron de l'UFC s'est un peu adouci avec le temps, mais il lui arrive de revenir à ses premiers amours et de pousser une gueulante légendaire. Les conférences de presse d'après les événements sont toujours une sacrée source de divertissement et Dana White y est pour beaucoup. Le boss dit souvent les choses comme elles sont, et même s'il y a une méthode à sa folie, il est capable de s'emporter pour nous offrir des moments iconiques. Vous êtes bien sur la chaîne des Journeymen, et voici 10 combats qui ont énervé Dana White. Numéro 10, Rico Rodriguez contre Randy Couture, UFC 39. Quelle meilleure façon de commencer cette liste que par le combat qui a tout bonnement failli mettre fin à l'UFC. Dans l'âge sombre de la promotion, chaque soirée compte à un point où une annulation de show aurait entraîné la fermeture complète de la compagnie. Les partenaires commerciaux de l'UFC se font rares, mais Dana White obtient un accord avec les Mohegan Sun, une société de casino qui leur loue leur arène dans le Connecticut à un prix raisonnable. Le combat principal de la soirée est un affrontement entre Randy Couture et Rico Rodriguez pour la ceinture des poids lourds qui a été laissée vacante par Josh Barnett. Une super affaire sur le papier, jusqu'à ce que Rico Rodriguez se pointe avec un tatouage temporaire faisant la promotion de Golden Palace. Golden Palace est un casino concurrent direct des Mohegan Sun. Évidemment, les propriétaires de l'arène sont furieux et ils menacent de faire annuler l'événement. Dana White et les frères Fertitta parviennent à les persuader de maintenir la soirée. Rico Rodriguez deviendra alors champion du monde le soir de l'UFC 39, mais si on en croit les rumeurs, il a dû affronter un niveau de furie rarement atteint par Dana White. Numéro 9, John Jones contre Matt Hamill, finale de The Ultimate Fighter 10. Un assez bon indicateur d'à quel point un combat a énervé Dana White, c'est quand il en parle encore près de 14 ans après qu'il ait eu lieu. Le boss de l'UFC essaye en vain de transformer la seule défaite du palmarès de John Jones en non-contest depuis 2009. Dès ses débuts dans la promotion, il est évident que Jones est une future star. Il est jeune, incroyablement doué dans la cage et il semble provenir à un avenir radieux. Sans surprise, White essaye de le mettre en avant. Il est sur la carte principale de l'UFC 94 pour son deuxième combat et il combat à l'UFC 100, la plus grosse soirée de l'UFC à date. Dana veut l'exposer au plus grand nombre en le propulsant dans le combat principal de la finale de la 10e saison de TUF, la meilleure saison à mes yeux. Son adversaire pour l'occasion, Matt Hamill. Hamill est un combattant sérieux, mais largement à la portée de Jones. Bones démontre sa supériorité dès les premiers échanges et il semble qu'on se dirige vers une victoire plutôt tranquille du futur champion. Alors qu'il est au-dessus d'Hamill, il commence à asséner de terribles coups de coude sur son adversaire. Problème, les coups de coude droits vers le bas sont illégaux, Jones est disqualifié et ainsi commencent 14 années de Dana White se grinçant les dents en devant justifier que Jones est invaincu en pratique. Numéro 8, Dennis Hallman contre Brian Ebersol, UFC 133. Dennis Hallman n'a pas exactement ancré son nom dans l'histoire de l'UFC et pourtant, l'ancien challenger à la ceinture des poids légers était un combattant de très haut niveau. Malheureusement pour lui, c'est sûrement à l'UFC 133 qu'il a laissé le souvenir le plus marquant de sa carrière. Lors de son combat contre Brian Ebersol, Hallman décide de porter un slip dans le ring. La tenue est ridicule et la raison pour laquelle il la porte l'est encore plus. Il confesse quelques jours plus tard au micro d'Ayal Albouani qu'il a simplement perdu un pari contre un ami. Dana White est furieux et il accorde un bonus de $75 000 à Ebersol pour avoir battu Hallman rapidement. Le président de l'UFC fustige son staff et le coin d'Hallman pour l'avoir laissé sortir avec cette tenue, indiquant qu'il s'agissait alors de la plus grosse honte de l'histoire de l'UFC. First of all, I'm pissed off that somebody that works for me let him come out with those on. Number one. Number two, how, as a corner man, how do you seriously say, dude, this might be a bad idea. You might not want to wear these out there. Numéro 7, Clay Guida contre Gray Maynard, UFC en FX4. Il y a pas mal de choses qui énervent Dana White, mais peu lui font autant d'effet qu'un combat soporifique. Le président de l'UFC était livide après le combat opposant Clay Guida à Gray Maynard. En conférence de presse, il a fustigé la performance de Clay, le scoring des juges et globalement, il ne fallait pas trop croiser son chemin ce soir-là. Il faut dire que les deux hommes ont livré l'un des pires affrontements de l'histoire de la promotion. Clay a tourné en rond autour de Maynard pendant 5 rounds et il a même reçu un avertissement très rare de l'arbitre pour sa timidité. Pas de chance pour les deux hommes, le co-main event était fantastique, Sam Stout et Spencer Fisher ont mis fin à leur très sous-cotée trilogie de la plus belle des manières. Comme l'a résumé au mieux Dana White après la soirée. Numéro 6, Derrick Lewis contre Francis Ngannou, UFC 226. Quand on parle de combats qui ont énervé Dana White, il est difficile de ne pas immédiatement songer au chef-d'œuvre qu'est Derrick Lewis contre Francis Ngannou. Difficile de masquer l'ironie, mais le co-main event de l'UFC 226 est la définition même d'une purge. Probablement intimidés par la force que chacun possède dans les bras, les deux hommes n'ont pas osé s'engager et ils n'ont rien fait pendant 3 rounds. Les tensions entre le Camerounais et le président de l'UFC sont devenues très claires lorsque White a fait peser la responsabilité de la nature ennuyeuse du combat presque exclusivement sur Francis. I think his ego ran away with him, big time. I can tell you that his ego absolutely did run away with him. And the minute that happens to you in the fight game, you see what happens. Évidemment,
On sait comment cette histoire s'est finie, mais le soir de l'UFC 226, il était difficile de ne pas être d'accord avec Dana. Numéro 5, Tito Ortiz contre Forrest Griffin 3, UFC 148. Il est difficile de comprendre ce qui est passé par la tête de Forrest Griffin le soir de l'UFC 148. Déçu de sa performance, l'ancien champion du monde décide de quitter l'octogone avant que ne soit lue la décision finale. Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. Dana White doit lui courir après pour le rattraper et lui ordonner de retourner dans la cage. Curieusement, il remporte la décision, mais ce n'est pas là que s'arrête le massacre. Alors qu'Ortiz annonce sa retraite au milieu du ring, Griffin prend le micro des mains de Joe Rogan et décide de l'interviewer lui-même. Le moment est extrêmement gênant, et après la soirée, un Dana White hors de ses gonds dénonce le manque de professionnalisme de Forrest Griffin. I said, well, next time you're upset and disappointed about winning, do it in the back, okay? Stay in the octagon. It's like professional suicide. Griffin s'excusera en conférence de presse pour avoir ruiné le moment de Tito Ortiz. Ironie du sort, c'est Forrest qui ne combattra plus jamais, tandis que Tito refoulera l'octogone 6 fois. Numéro 4, Georges St-Pierre contre Johnny Hendricks, UFC 167. Rarement un combat n'a autant exposé la mauvaise foi de Dana White que celui opposant Georges St-Pierre à Johnny Hendricks. Soyons tous bien sincères, Dana White n'aurait eu aucun problème avec la décision des juges si St-Pierre n'avait pas annoncé qu'il souhaitait mettre sa carrière entre parenthèses juste après le combat. Sentant que le Canadien lui glisse entre les doigts, Dana fait ce qu'il fait de mieux, il enterre un combattant qu'il pense sur le départ. Lors de sa conférence de presse, il se plaint de la décision des juges et se lance dans une diatribe contre Georges. Yeah, I'm blown away that George St. Pierre won that fight. And listen, I'm a promoter. He's the biggest pay-per-view star on the planet for me, and I still don't think he won that fight. I want what's fair, and that wasn't fair. La décision est très contestée, certes, mais ce n'est pas l'équité sportive qui inquiète Dana, mais bien son ego et son portefeuille. Évidemment, GSP sera de retour quelques années plus tard pour devenir champion des poids moyens lors de l'excellent UFC 217. Il n'y a pas de mauvais sang quand il y a de l'argent à se faire. Numéro 3, Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov, UFC 229. Il y a deux facettes à l'UFC 229. Certes, c'est l'événement le mieux vendu de l'histoire de la promotion et Dana White devait être très heureux des rentes qu'il a générées, mais le MMA a énormément perdu en crédibilité ce soir-là. On peut dire ce qu'on veut de Dana, mais il a véritablement œuvré pour que l'image du sport s'améliore et que l'on dépasse le stade de la pure barbarie. Si le MMA est désormais considéré comme un sport à part entière, on le doit en partie au président de l'UFC. Tout naturellement, lorsque la plus grosse soirée de l'histoire de la promotion s'achève par un règlement de compte entre le camp de Khabib et celui de Conor, on ne peut que comprendre l'énervement de White. Après le show, il est complètement abasourdi et la conférence de presse est lunaire, une sale soirée pour le sport et pour Dana dont on ressent encore les répercussions à ce jour. Numéro 2, Demian Maia contre Anderson Silva, UFC 112. Dana avait très envie d'impressionner ses nouveaux amis des Émirats lors de l'UFC 112. Pour célébrer le rachat de 10% de Zuffa par une entreprise appartenant à Abu Dhabi, l'UFC présente sa première carte au Moyen-Orient. Sur le papier, c'est l'une des plus belles soirées de l'histoire de la promotion. En pratique, un peu moins. Le main event entre Anderson Silva et Demian Maia est un somnifère ambulant. Dana espérait une performance dominante de son champion pour montrer tout le potentiel du MMA à son nouveau public, mais n'a eu le droit qu'à de l'inaction de The Spider. Silva se contente du strict minimum et ne semble même pas intéressé par le combat. Il remporte une décision unanime, mais Dana est furieux. Il s'excuse auprès des fans et auprès de ses nouveaux partenaires et s'insurge contre la performance de Silva. Toutes les hyperboles sont de sortie et un potentiel combat entre le Brésilien et GSP s'est perdu ce soir-là. He feels that he doesn't owe the fans an apology. Yet I'm apologizing. I didn't go in and fight like a jackass for 5 rounds. I didn't do what he did tonight, but I'm embarrassed and I feel like I should apologize to the fans and I feel like I owe the fans one. Numéro 1, Tito Ortiz contre Chuck Liddell 3, Golden Boy Promotion. Ce combat a énervé tous les fans de MMA, et pas que Dana White, mais il est inclus au sommet de cette liste car il touche à une relation très personnelle du président de l'UFC. Chuck et Dana sont de très très bons amis. White l'a plus ou moins forcé à prendre sa retraite après l'UFC 115 et il lui a offert un travail de bureau avec un salaire à 6 chiffres. Il faut savoir que beaucoup de combattants prennent leur retraite à contre-cœur, mais que l'envie de se battre est toujours là malgré l'âge. Lorsque quelqu'un utilise ce désir en proposant un chèque à une ancienne gloire du sport, il est souvent tenté de l'accepter même si c'est clairement une mauvaise idée. 8 ans après la retraite du Iceman, Oscar De La Hoya ouvre la porte à Chuck Liddell, ce que Dana White refuse de faire par amitié. De La Hoya met sur pied la trilogie entre Chuck et Tito Ortiz, et à 48 ans, Liddell remet les gants et se fait détruire par Tito dans l'un des moments les plus tristes de l'histoire du MMA. Dès l'annonce du combat, Dana s'en prend à Oscar et à l'événement, il aurait même tenté de le faire annuler par la commission de Californie. And I tried to talk both of them out of this De La Hoya fight. Told them that this De La Hoya thing was bad. Chuck, I tried to talk out of the fight, period. Chuck Liddell is 50 years old and should not be fighting. Ce combat est très particulier car il est évident que Dana est véritablement inquiet pour son ami et qu'il est choqué par l'attitude de De La Hoya.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, est-ce que vous vous souvenez de d'autres combats qui ont particulièrement énervé Dana White, et on se reparle prochainement.